Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. La conférence 2024 sur la biodiversité, c'est-à-dire la COP 16, ce sera finalement tenue en 2 temps. D'abord cet automne 2024 à Cali en Colombie, puis il a fallu se redonner rendez-vous fin février à Rome en Italie pour achever l'examen de la feuille de route. Parmi les dossiers reportés, signe de la difficulté des discussions, celui du financement de la protection de la biodiversité. Avec quel argent, quels instruments financiers, qui paye et pour quelles actions ? En fait, ces questions sont nombreuses, complexes, parce qu'elles sont transversales. Tout le monde est d'accord, financer la biodiversité ne consiste pas à mettre des rangers dans des parcs et nourrir les ours polaires. Et en même temps, il est crucial de trouver des solutions, car l'absence de financement clair freine la mise en œuvre des stratégies nationales au nord comme au sud. Cet épisode de Cap sur la transition vise donc à mettre les idées au clair en répondant à cette question apparemment simple. Financer la biodiversité, ça veut dire quoi ? Réponse avec Juliette Landry. À l'IDRI, elle s'occupe de la gouvernance internationale de la biodiversité. C'est parti. Bonjour Juliette. Bonjour Sophie. Financer la biodiversité recouvre finalement de nombreux enjeux, on va s'en rendre compte avec vous. Et on peut sans doute commencer par l'approche la plus simple de cette question, la plus traditionnelle pourrait-on dire, c'est l'idée que des financements, des budgets servent d'abord à protéger, conserver la biodiversité et les écosystèmes. C'est vrai que c'est l'approche plutôt intuitive. Quand on parle de financement de la biodiversité, on va penser d'abord à comment on finance des aires protégées, payer les salaires des rangers, les technologies comme la télédétection, le suivi de la biodiversité tout simplement, le contrôle pour empêcher du braconnage par exemple. Si on souhaite élargir des aires protégées, il faut aussi prendre en compte des coûts supplémentaires, comme par exemple les coûts d'acquisition des terres, ou encore le coût d'autres instruments qui permettent de récompenser les propriétaires de terres qui les protègent mieux. Donc, logiquement, on peut se dire aussi que les coûts ne sont pas les mêmes au kilomètre carré en fonction des espaces à protéger. Parfois, il y a des espaces qui sont intacts et qui sont assez éloignés des espaces urbains, de la civilisation, si on peut le dire comme ça, qui sont difficiles d'accès. Les coûts varient aussi entre les pays. Par exemple, on peut passer de quelques dollars au kilomètre carré à plusieurs centaines de milliers de dollars pour d'autres. Il y a une moyenne ? Il y a une moyenne qui est environ, alors c'est approximatif évidemment, mais on peut dire qu'on est à presque 1 000 $ par kilomètre carré, avec parfois des frais de gestion qui vont être plus importants. Alors dans ces cas-là, ce sont surtout des financements publics qui sont utilisés. C'est ça, ce sont majoritairement des budgets gouvernementaux sur les aires protégées qui sont mobilisés. Et en fait, ça fait partie des engagements pris à l'ONU. On doit aussi mobiliser plus de ressources domestiques, nationales. On sait par contre, et ça c'est aussi un enjeu des négociations internationales, que la distribution des écosystèmes, elle est inégale aujourd'hui sur Terre, avec des espaces qui sont importants à protéger parce qu'ils sont riches en biodiversité avec beaucoup d'espèces, des espèces endémiques parfois. Et ces espaces sont majoritairement aujourd'hui dans les pays en développement. On peut parler par exemple des grands bassins forestiers, on entend beaucoup parler de l'Amazonie. Et de la même façon, sur la même approche, on sait aussi que les pays en développement n'ont pas forcément les mêmes capacités à mobiliser des ressources financières. Et donc, c'est pourquoi l'article 20 de la Convention sur la diversité biologique qui a été adopté, donc ce traité qui a été adopté en 1992, souligne bien l'obligation des pays plus riches à soutenir les efforts des pays en développement. Et donc, il y a des sources internationales, il n'y a pas que des ressources domestiques, il y a des fonds multilatéraux, des sortes de grandes enveloppes communes, ou encore l'aide au développement bilatéral entre 2 pays, qui est un peu plus classique, qui se mobilisent. On a aussi les ONG qui financent les aires protégées, les philanthropies et bien d'autres. Et puis il y a aussi un autre cas de figure, c'est quand ces aires protégées rapportent de l'argent, elles peuvent être rentables. Oui, c'est ça. Selon le modèle d'aires protégées, on considère qu'il y a parfois des retours sur investissement. Par exemple, il y a des revenus qui sont issus du tourisme, de l'écotourisme. Par exemple, au Rwanda, selon une étude, on a estimé qu'il y a quelques années, autour de 200 millions de dollars étaient des revenus issus seulement d'un parc national, avec les visites des touristes qui finançaient cette visite dans ces aires protégées. Et des études ont aussi montré que les coûts des aires protégées étaient moins importants que les bénéfices économiques parfois, en raison des emplois générés, de l'attractivité.
Encore faut-il que cette attractivité économique soit plus intéressante que des pratiques moins durables Ouais. en face. Et on Mmh. sait que parfois des retours sur investissement sont faibles sur le court terme et parfois ils sont inexistants même quand il s'agit d'espaces protégés qui sont vraiment éloignés de nous. Donc il faut agir en face sur ces pratiques qui sont plutôt destructrices pour la biodiversité et les écosystèmes. Vous parlez de pratiques destructrices, ça veut dire que parfois aussi, il faut accepter de défaire, de détricoter des systèmes financiers mis en place par le passé, des aides ou des subventions qui se révèlent préjudiciables à la biodiversité. Exactement, et c'est aussi l'un des engagements qui a été pris dans l'accord de Kunming-Montréal, qui a été adopté en décembre 2022, dans une solution qui se veut un peu plus complète que seulement s'attaquer à ce qu'on vient de dire, le Mmh. financement un peu plus positif, on va financer des aires protégées. Donc il s'agit, dans cet engagement, d'identifier d'abord et de supprimer ensuite, de les réformer, ces subventions et incitations néfastes. Dans la cible de l'accord de Kunming-Montréal, on estime que c'est 500 milliards par an, Et quand 500 même. milliards de dollars par an à réformer, éliminer. Et en fait, on est un peu plus au-delà de ce Mmh. nombre. D'autres études montrent qu'il s'agit plutôt de plusieurs milliers de milliards par an. Concrètement, des subventions à l'agriculture intensive, des incitations à la déforestation ou à l'usage des pesticides, on parle de ça quand on parle de subventions Mmh. et d'incitations néfastes. Donc pour certaines subventions, il faudra penser à les supprimer, tout simplement. Pour d'autres, il faudra les réformer. Typiquement, un exemple très concret, en Europe, le budget européen, La PAC. la PAC, la politique Mmh. agricole commune, qui pourrait financer davantage de pratiques, vertueuses comme l'agriculture biologique, des pratiques qui vont utiliser moins d'intrants chimiques, qui vont plus encourager à planter des haies. Mais on sait que c'est un dossier difficile, hein, c'est des montants qui sont vraiment colossaux. Rien que pour la France, il y a une récente étude, qui date de 2022 qui montre que c'est environ 10,2 milliards par an de dépenses, dommageables, donc 4,4 fois supérieur à ce qu'on dépense, de façon Mmh. positive pour la Ouais, ouais, biodiversité et que sur ces 10 milliards, il y a 6 milliards qui proviennent de la PAC seulement. Donc c'est un gros ouais, morceau des ouais. subventions néfastes et donc ces réformes-là, elles doivent vraiment encourager des pratiques plutôt pro-biodiversité Mmh. avec des financements plus positifs et pas seulement pour les aires Ouais. protégées, mais aussi pour ces secteurs. Oui, parce que si je vous entends bien, ça veut dire que, toutes sortes de secteurs et d'acteurs économiques sont embarqués aussi, sont concernés dans la mesure où ils ont des impacts sur la biodiversité. Oui, tout à fait. Ça suppose vraiment, toute une panoplie d'instruments pour les encourager à des pratiques plus vertueuses. Il y a des instruments financiers, économiques. Donc là, on a parlé des financements comme les subventions, les incitations, qui viennent plutôt des budgets gouvernementaux. Mais en fait, on peut mettre en place aussi tout un tas d'autres instruments. Il y a une panoplie vraiment, importante, d'instruments économiques et financiers. On peut mettre en place des taxes, par exemple sur des pesticides ou sur d'autres, Mmh. produits comme ceux-ci. On peut mettre en place des paiements pour services écosystémiques et ça a pas mal marché au Costa Rica, par exemple, pour mieux rémunérer des agriculteurs qui vont mieux protéger des forêts. On peut mettre en place aussi des obligations vertes ou des fonds pour la restauration des écosystèmes. Pour la petite parenthèse, on doit aussi restaurer Oui. la biodiversité et les Mmh. écosystèmes dégradés et pas seulement protéger. Donc vraiment, on a tout un Mmh. catalogue de solutions transformatrices, de solutions financières qu'il va falloir adapter au contexte et aux besoins pour attirer différents acteurs du secteur privé et d'autres acteurs, des ONG, des philanthropies et cetera. Et on imagine que ça ne fait pas plaisir à tout le monde parce que, ça bouscule parfois un ordre établi, un équilibre économique précaire. Je pense à certains agriculteurs. C'est exactement ça, en fait. Il va falloir penser ces réformes pour qu'elles soient justes et équitables. Donc il faut vraiment réfléchir à ces enjeux d'équité quand on parle de financement de la biodiversité et qui bénéficie réellement des financements soit pro-biodiversité, soit des réformes de ces subventions et incitations Mmh. néfastes et comment on va accompagner les perdants de cette transition-là. Par exemple, on peut penser aux petites exploitations qui dépendent aujourd'hui, de pratiques, plutôt destructrices de la biodiversité et c'est pour ça aujourd'hui dans les négociations internationales, on parle d'alignement des Mmh. financements publics et privés, vers des pratiques durables et justes. Et dans tous les cas, on doit se demander à chaque fois de quelles sources viennent ces financements, privés, publics, internationaux, comment on va aller les trouver, les générer, les lever, Mmh. par Mmh. quels instruments ça va passer et pour quelle finalité, pour qui, donc quel système d'allocation. Alors de tout ce dont on a parlé jusqu'ici, que ce soit la conservation des écosystèmes, de la biodiversité, les incitations financières pro-biodives et cetera, on est dans le court ou le moyen terme, hein, c'est maintenant. Mais on sait que fondamentalement, l'évolution de la nature, c'est du temps long. Réussir une transition qui soit socialement acceptable, comme vous disiez, et économiquement viable, c'est du temps long aussi.
Oui, tout à fait. Il faut agir sur toutes les temporalités et c'est ça qui est compliqué. Il va falloir penser à mobiliser des ressources dans l'immédiat parce qu'il y a quand même une certaine urgence pour respecter nos engagements domestiques, internationaux. Mais il faut aussi réfléchir à cette planification à long terme. Financer la biodiversité, c'est vraiment un défi qui est vaste et ambitieux, qui va dépasser les simples considérations financières. On ne va pas parler seulement de financement. Finalement, Mmh. on doit faire face à des blocages qui sont structurels. Donc, par exemple, il y a un contexte d'endettement aussi pour certains pays qui sont obligés de payer des services de dette considérables et qui pourraient en fait être amenés à réduire leur budget pour la biodiversité. Il y a un contexte de vulnérabilité aussi au changement climatique, à des catastrophes naturelles, de dépendance à des secteurs dommageables pour leur biodiversité. Donc, il faut aussi réfléchir au niveau international à la question des chaînes de valeur qui devraient être plus Mmh. durables ou encore à la mise en place de mécanismes financiers un peu plus équitables et durables. Et donc, il y a de plus en plus un appel sur la nécessité de relier les besoins, ces besoins-là sur le financement de la biodiversité, aux discussions des réformes des grandes institutions financières internationales pour mieux intégrer la biodiversité dans le financement aussi de ces grandes institutions, des grandes banques multilatérales de Mmh. développement, pour éviter vraiment que ce défi soit occulté. Et donc, ça avance sur l'intégration du climat dans ces enceintes. On a encore du boulot pour intégrer les enjeux de biodiversité. Et il faudra forcément faire des compromis. Oui, c'est ça, in fine, sur le long terme, on est obligé d'aborder la question des compromis pour faire les meilleurs compromis possibles. Et par exemple, dans certains pays en développement, on sait qu'ils ont besoin d'infrastructures. On ne va pas les empêcher Faire une ligne de chemin de fer, par de exemple. construire des lignes Ouais. ferroviaires, d'encourager des secteurs économiques, industriels qui sont évidemment nécessaires pour leur développement, pour lutter contre la pauvreté. Et la question, en fait, c'est comment on planifie tout ça en accord avec nos engagements pour la biodiversité à long C'est-à-dire terme. où on place la ligne de chemin de fer, par exemple. Exactement, où est-ce qu'on Ouais. la place pour que ça évite, Mmh. par exemple, de bloquer un corridor, Mmh. de déplacement de certaines espèces. Et enfin, c'est vrai qu'il y a une logique, de financement et d'investissement, qui doit être questionnée. C'est plus facile de trouver aujourd'hui des fonds pour des pratiques qui rapportent des revenus Mmh. que pour celles qui rapportent pas encore. On en a parlé quand on parlait des aires protégées. Certaines pratiques ne vont jamais rapporter. Donc, comment on fait aujourd'hui pour aborder cette question des responsabilités? Qui doit payer quoi? Comment on redistribue un peu mieux les coûts, les bénéfices de ceux qui, par exemple, qui exploitent la biodiversité? Il y a eu une première innovation qui a été adoptée à Cali en octobre. C'est la création d'un fonds pour redistribuer les bénéfices de ceux qui exploitent les ressources génétiques et qui en créent des revenus, par exemple le secteur cosmétique, le secteur des pharmaceutiques. Sur les plantes, par exemple, Sur les plantes, les etc. algues. Ouais. Il y a un ADN, disons-le un peu grosso modo, et ces secteurs exploitent cette biodiversité-là, ces ressources-là, et en génèrent des revenus. Et donc, on a créé un fonds pour essayer de mieux Mmh. redistribuer ces revenus pour qu'ils financent mieux la biodiversité au final. Donc, financer la biodiversité, c'est à la fois repenser nos systèmes financiers dans leur ensemble, ces blocages-là, nos priorités, et donc l'enjeu va bien au-delà de simplement les dollars, les montants. Et c'est finalement la question de comment on mobilise à la fois les questions d'ambition, de solidarité, de moyens financiers, etc. Voilà, et cette question transversale, on l'a compris, du financement de la biodiversité, il en sera très certainement question en fin d'année 2025 lors de la COP 30 sur le climat qui se réunira à Belém au Brésil, puisque le président Lula a déjà annoncé la couleur, sa conviction que climat et biodiversité étaient deux sujets intimement liés à prendre de front. Merci beaucoup Juliette Landry pour ces explications. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IDRI, chargée de la gouvernance internationale sur la biodiversité. Merci, à bientôt. Merci. C'est la fin de ce podcast. On espère qu'il vous aura éclairé sur cet enjeu parfois un peu ardu et pourtant majeur du financement de tout ce qui touche à la biodiversité. Vous pouvez réécouter cet épisode et tous les précédents. Il y en a plus de 50 sur le site de l'IDRI et sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt pour mettre ensemble un nouveau cap sur la transition.